Bonjour, ce jeudi 22 juin 2023, Horizon Multimédia a reçu Nida, juriste spécialisée en droit du numérique et membre de l'association Stop Ficha, pour notre webinaire Cyberviolence dans la jungle hostile d'Internet. Rémi et Nida ont pu discuter sur les enjeux, les risques et les conséquences des violences sur Internet, tout en prenant en compte la dimension juridique de ces comportements. Bonne vidéo! Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de retours de jeunes en intervention qui, des fois, là, on parle de la vie privée, très clairement, comme vous le dites, Nida. Et c'est vrai que souvent, cette frontière, quand on est jeune, c'est assez dur de se le représenter. Pour nous, c'est pas un problème parce qu'on n'a rien à se reprocher. Pour quelqu'un en qui on a confiance, on voit pas forcément le mal. Et l'histoire des AirTags, elle me fait me rappeler qu'en fait, en termes de cybertrack, donc le fait de vouloir poursuivre quelqu'un sur les réseaux, connaître sa géolocalisation, etc., pour moi, il y a plusieurs niveaux, en fait. Parce que là, vous nous parlez des AirTags, c'est quand même un objet qui est physique, c'est-à-dire qui requiert vraiment d'avoir eu un contact avec la personne pour le glisser dans le sac, etc. Mais en fait, il y a quand même un niveau de track en ligne plus digital, si j'ai envie de dire. Prenons l'exemple de Snapchat. Si par exemple Snapchat, je vous ajoute en ami, si vous avez activé ce qu'on appelle la carte, on peut suivre votre géolocalisation. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut savoir où vous êtes. Si par exemple, vous avez posté une story à côté de la Tour Eiffel, sais-je, à un autre endroit, en vacances, etc. Donc, ça peut donner lieu à différentes histoires, à différentes scénarios. Voilà. Après, il y a eu des histoires justement de cambriolage parce que les personnes n'étaient pas chez elles, etc. Donc là, c'est d'autres histoires. Mais ça peut aussi donner lieu à des publications qui sont, par exemple, à la maison, dans le cadre, vous savez, ce qu'on appelle des flammes. Donc, on poste justement tous les jours sa vie à ses amis, etc., pour gagner tous les jours une petite flamme. Et derrière, en fait, sans le savoir, on affiche sa géolocalisation et on revient toujours à cette notion de entre les mains d'une mauvaise personne, connaître sa géolocalisation, ça peut avoir des conséquences. Donc voilà, je voulais revenir sur ça puisque effectivement, l'histoire des AirTags, elle montre qu'aujourd'hui, avec un outil, on peut aller encore plus loin pour suivre une personne, etc. Mais déjà, ne serait-ce qu'en ligne, il existe déjà. Voilà, il y a les stalkerware, il y a différentes applications qui permettent de rentrer, de prendre possession par exemple, de la caméra d'une personne, du micro, du GPS, des fois de l'écran. Voilà, donc c'est vrai que c'est important de mentionner que la traque aujourd'hui prend une place assez importante au niveau des cyberviolences, mais c'est pas la seule. Donc voilà. Et un truc qui était un point que vous avez soulevé qui est assez intéressant, je trouve, c'est le fait de voir que même si ces phénomènes de cyberviolence sont constamment novateurs, il y a des points différents, etc., on retrouve toujours la même source du problème. De nuire à quelqu'un, une atteinte à sa réputation, à son image, à son corps, à sa réputation. Au final, et d'ailleurs, les sanctions juridiques que vous avez abordées, qui existent déjà, au final, sont des adaptations de lois qui existent déjà. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Si on parlait un petit peu des conséquences des cyberviolences, que peuvent faire les cyberviolences dans la vie de nos enfants? C'est le cœur du sujet. Alors, il faut se rendre compte, pour comprendre les conséquences, il faut reprendre le mode d'action des cyberviolences, qui est vraiment très spécifique. Il faut rappeler 3 choses qui favorisent vraiment les cyberviolences. Il y a l'anonymat, cette impression d'être anonyme, en tout cas, parce que moi, si je mets pas de photo de moi et que je m'appelle Jérémy 12, personne ne sait qui je suis et personne ne saura jamais qui je suis, évidemment. Et c'est beaucoup plus facile d'insulter ma voisine de classe qui a eu 17 ce matin, alors que moi, j'ai eu que 12. Donc il y a cette impression d'anonymat qui donne un petit peu une force qu'on n'aurait pas dans la rue, parce que en général, si vous reprenez les auteurs de cyberviolence sur l'espace numérique et que vous les remettez, vous leur demandez s'ils auraient pu faire ça en fait dans la vraie vie, donc face à la même personne, ils vous disent que pas du tout et que c'est impossible et que c'est impensable. Donc il y a cette impression un petit peu qui est donnée de pouvoir grâce à l'anonymat. Il y a l'absence de limites temporelles et de limites géographiques qui, elles, ont un impact
incroyable malheureusement sur les conséquences. C'est-à-dire qu'avant, quand des élèves harcelaient d'autres élèves au collège, c'était de 8h à 17h. Puis aujourd'hui, on a de 17h à 8h pour continuer, parce que c'était pas assez à l'école. Il faut quand même continuer de 17h à 8h. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'enfant, avant, il rentrait chez lui et c'était un peu une bulle qui le protégeait de ce qui lui arrivait à l'extérieur. Et là, il n'y a plus de bulle parce que son téléphone le suit à la maison. Et donc, s'il y a des groupes classes potentiellement ou qu'il a un compte Instagram, Snapchat, etc. et que ces harceleurs ont connaissance de ces différents comptes, ils vont pouvoir continuer en fait à le harceler constamment. Donc ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de limite de temps. Avant, on se disait qu'on avait un peu de répit quand on rentrait à la maison et puis bon, bah, ça recommencera demain. Là, c'est plus le cas. Et l'absence de limite géographique, c'est que parfois on dit, enfin, il y a des parents qui disent, mais pourquoi ils n'aménagent pas? Pourquoi ils ne changent pas de collège? Pourquoi ils ne changent pas de lycée? Mais en fait, c'est exactement la même réponse que dans le harcèlement physique, c'est qu'en fait, ça va le suivre. Dans le sens où ces harceleurs qui étaient, par exemple, à Paris, même s'il va à Nice, ils peuvent continuer à diffamer sur la personne, ils peuvent continuer à faire fructifier cette réputation qu'ils sont en train de lui construire. Il peut même déménager, changer de pays et ça continuera. Il n'y a aucune limite. On le voit notamment avec la diffusion des contenus intimes, le revenge porn. Vous allez sous des publications de revenge porn, il y a des commentaires dans toutes les langues parce que c'est accessible à tous, qu'il n'y a pas de limite. Twitter, ça ne s'arrête pas à Annecy ou à Paris. Ça continue en Angleterre, ça continue dans le monde, en fait, et il n'y a pas de limite. Et donc, une publication, même si elle est faite à Paris, à 2h du matin, elle sera toujours disponible à Hong Kong 10 heures plus tard. Donc ça, c'est important de le rappeler pour comprendre les conséquences. Les conséquences, on a un large éventail, malheureusement. Moi, je le vois parce que je suis accompagnatrice, notamment dans le parcours juridique des victimes qui nous contactent via Stop Ficha. Et souvent, quand on les a au téléphone, on a besoin de comprendre les conséquences que ça a sur elles, parce que ça a un impact sur leur plainte. C'est important de le rappeler. Mais on va passer du fait de j'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école, j'ai raté mes études, j'ai raté mes examens, je ne parle plus à mes amis, donc un isolement, parce qu'on a l'impression que tout le monde le sait. Moi, je me souviens d'une dame, son conjoint avait envoyé des photos d'elle à sa patronne via ses mails, et en fait, elle me disait, j'ai l'impression que tout le monde au travail est au courant, que tout le monde me regarde. Ça peut aller du plus grand chef au personnel qui gère les entrées, les sorties ou le personnel de sécurité. Elle disait, chaque regard qui se pose sur moi, j'ai l'impression que ces photos ont été vues et qu'elles savent ce qui s'est passé. Donc, il y a une forme il y a un isolement qui se crée parce que du coup, elles vont arrêter de parler aux personnes qu'elles pensent être au courant, parfois à tort. Il y a un isolement aussi qui se fait parce qu'il y a une forme de honte. Et cette honte, elle se retrouve aussi dans le physique. Souvent, quand on parle à une femme qui a été victime d'agression ou de harcèlement, elle va dire « j'ai honte de ce qui m'est arrivé ». Donc, il y a un sentiment de honte qui se ressent auprès des victimes. Donc, un isolement familial, quand c'est du revenge porn, par exemple, on ne veut surtout pas que notre famille soit au courant. Donc, en fait, on va chercher à disparaître. Donc, un isolement familial, un isolement professionnel. Il y a des dépressions, hein. Il y a des personnes qui vont jusqu'à la dépression. Il y a des formes de... il y a un isolement économique aussi, parce que si on perd son travail, économiquement, ça a un impact. Même socialement, on ne sort plus, on ne voit plus nos collègues, nos amis, etc. Et ça va jusqu'au suicide. On le voit avec l'INSEE aussi, malheureusement, qui a été jusqu'au suicide à cause du harcèlement qu'elle subissait. Et elle l'a très clairement exprimé que c'était à cause de ça. Il y a des gens qui ont des pensées suicidaires très souvent et malheureusement, il y en a qui vont jusqu'au suicide. Donc, c'est important de rappeler que ça a des effets concrets dans la vraie vie des personnes, parce qu'on dit souvent, mais c'est pas la vraie vie. Mais si, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont une identité numérique. Aujourd'hui, les réseaux, ça fait partie d'eux. Et donc, ce qu'on dit sur eux, sur les réseaux sociaux, ça a un impact sur leur vie physique. La réputation qu'on va leur prêter sur les réseaux, elle va se perpétrer dans la vraie vie. Donc, il faut prendre conscience de ça et pas juste dire, éteins ton téléphone et ça va s'arrêter. C'est pas vrai. Ça ne marche plus, cet argument aujourd'hui.
Bien sûr, parce qu'on a aussi aujourd'hui un mode de consommation des réseaux, on le voit hein, en termes de génération, qui est totalement différente, ne serait-ce que par voilà, le nombre de publications qu'on va pouvoir faire, le nombre de messages qu'on envoie, on va partager des événements, de la vie quotidienne, même des voyages, etc. Donc tout ça, comme vous dites, ça renforce justement l'identité numérique et quand on perd le contrôle, effectivement, ça peut avoir de grosses répercussions. Je voulais revenir sur justement l'absence de limites temporelles et géographiques pour qu'on puisse mentionner, donc justement, je pense qu'il n'y a pas mieux placé pour en parler, justement les groupes ficha qui sont justement, comme vous le mentionnez tout à l'heure, des canaux de discussion, des groupes, des organisations, que ce soit sur Telegram ou alors des groupes ficha sur Snapchat, etc., qui ont pour but justement, donc ficha, afficher, voilà, justement les personnes. Linda, est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Bien sûr, c'est important d'en parler. En fait, Stop Ficha, ça vient des comptes Ficha, exactement comme vous l'avez dit. On a émergé, l'association, elle est née suite du confinement quand plusieurs personnes se sont rendues compte qu'il y avait une émergence, que ces comptes commençaient à apparaître un peu partout et notamment initialement c'était beaucoup sur Snapchat, beaucoup sur Snapchat. En fait, l'objectif de ces comptes, il est très simple, c'est afficher des femmes. La plupart du temps, je pense que 90% des victimes sont des femmes ou des minorités sexuelles, mais on est quand même beaucoup sur des femmes. Et en fait, c'était des personnes qui, du coup, tout le monde était enfermé chez lui, avait par exemple des nudes d'une femme qu'il avait obtenues, soit avec, soit sans son consentement. Et il en faisait profiter toute une communauté, parce que c'est sympathique de faire profiter tout le monde de ça. Mais ça se divisait notamment, on le voyait soit par des collèges, genre Ficha, collège Georges Pompidou, ou c'était carrément un département, Ficha 78. Là, moi, j'ai eu connaissance il n'y a pas très longtemps d'un compte ficha qui était sur le 78. Ça peut être ficha d'une cité, parfois le nom d'une cité et les fichas des personnes qui se trouvent dans la cité. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va ouvrir ce compte et qui va dire, voilà, toutes les personnes qui ont des nudes, vous me les envoyez, je les diffuse. Et en fait, c'était pas que les nudes, parce que sinon c'est trop. C'était aussi les données privées de la personne. Donc son nom, son prénom, où elle habite, qui elle est, son âge, vraiment toutes les infos pour être sûr qu'on sache vraiment véritablement qui elle est. Et ça tournait en fait en masse comme ça sur le compte. Donc c'était mis en public, c'était pas envoyé en privé aux personnes qui étaient dans le groupe. C'était vraiment mis sur les stories publiques du compte pour que tout le monde puisse voir les contenus. Et en fait, les femmes, les personnes, les victimes se rendaient compte après qu'elles étaient sur ces comptes-là parce qu'en général, il y a une personne qui les reconnaissait et qui les connaissait et qui leur disait tu es sur ce compte, tu es en train de tourner, etc. Et c'est parfois très compliqué de remonter jusqu'à la source. Et c'est des comptes qui ont justement qui ont eu des scores d'observateurs, j'ai envie de dire, pas forcément de membres actifs qui allaient partager des photos, mais il y a eu énormément quand même, c'est des groupes qui montaient à plusieurs milliers de personnes, enfin vraiment, il y avait un public énorme sur ce genre de contenu. Donc justement, ça pose la question, je pense que vu l'heure qui tourne, on va se focaliser justement sur, bon, comment agir pour se protéger? On a déjà mentionné plusieurs points, notamment la carte de Snapchat. Là, vous venez de me mentionner public-privé. Est-ce qu'on peut faire un point sur voilà, comment protéger ses enfants, comment se protéger, comment mettre en place selon les applications, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, à quoi être vigilant, voilà, comment se protéger des cyberviolences? Par exemple, Snapchat, on en a parlé tout à l'heure, la localisation. Déjà, on essaie tous les comptes aujourd'hui, que ce soit Facebook, TikTok, Insta, tous les réseaux sociaux proposent un profil public ou privé. Donc, on essaie au maximum de faire comprendre à son enfant qu'il faut être en privé. Et surtout quand c'est vraiment des enfants très jeunes, on les met en privé. Déjà, ça limite l'audience et ça limite la possibilité d'être vu. Parce qu'en privé, il faut bien le rappeler, pour pouvoir voir le contenu de la personne qui est en privé, il faut envoyer une invitation, accepter l'invitation et à ce moment-là, la personne peut voir le contenu. Donc déjà, on limite l'audience. Tant qu'on n'a pas accepté l'invitation, la personne ne peut pas voir. Donc, on se met en privé. Et quand c'est vraiment des mineurs, diminuer au maximum la diffusion de ces données privées à son âge dans la biographie, par exemple Instagram, moi je le vois beaucoup.
l'âge qui est mis, le département, parfois même le collège qui est mis dans la description. Donc, on évite de donner vraiment le plus possible d'informations. On peut même dire à ces enfants de mettre un pseudo. Comme ça, il n'y a que vraiment les personnes qui les connaissent qui pourront avoir accès à leur compte. Moi, si demain, je m'appelle Fleur45, les personnes qui me connaissent sous Nida pourront pas me retrouver. Il faudra vraiment qu'on me demande mon compte et que je partage mon pseudo pour qu'ils aient accès à mon compte. Donc, tout ça, c'est des petits conseils, on va dire vraiment purement informatiques. Ajouter que les personnes qu'on connaît, quand c'est un enfant qui est vraiment mineur, de temps en temps, regarder un peu les personnes qui font partie de son audience pour lui demander avec qui il parle, par exemple. Et quand il nous cite un nom, lui demander s'il sait qui c'est, s'il l'a déjà vu dans la vraie vie, si il a conscience que potentiellement c'est quelqu'un d'autre ou que ça pourrait être vraiment voilà, une toute autre personne. Désactiver tout ce qui est la localisation sur toutes les plateformes. On évite d'être visible, par exemple, surtout si on est en public, vous le disiez tout à l'heure, taguer genre le restaurant où je suis parce que c'est trop joli et que c'est vachement beau. On évite de le faire, surtout si on est en public. Ensuite, malheureusement, dans le cas où on est victime et qu'on doit agir, là, il faut tout de suite en parler, tout de suite. Et quand personne vient nous en parler, on évite de dire « mais pourquoi tu as fait ça ?» tout de suite, parce que déjà, il vient vous en parler, on agit et potentiellement, après, on essaie de voir ce qu'il aurait pu ne pas faire ou faire. Mais une double déjà, culpabilité, du coup. Exactement. Il a peut-être manqué de discernement, il a peut-être manqué il a peut-être fait des actions qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, mais sur l'instant, de le culpabiliser, on essaie déjà d'agir, parce qu'il faut se rappeler que sur les réseaux, ça va très vite. Donc, on prend des preuves. C'est-à-dire que on ne signale pas les contenus avant d'avoir pris des preuves, parce que si on signale, les contenus disparaissent, et si on est amené à les porter plainte, on n'a plus de preuves. Donc, on prend les preuves, des captures d'écran avec la date, le réseau, les liens. On prend des captures d'écran, peut-être, par exemple, si c'est un compte qui diffuse de nos contenus ou qui va nous envoyer des messages à répétition. On prend le lien URL du compte, on prend des captures d'écran du compte, on prend un maximum d'informations pour avoir de la matière et pour en train de nous arriver. Une fois que tout ça c'est fait, on garde les preuves dans un dossier quelque part où on est sûr de ne pas les perdre. Donc on garde les preuves. Une fois qu'on a gardé les preuves, on signale. Il y a plusieurs plateformes qui permettent de le faire. Il y a e-enfance. Nous, Stop Ficha, par exemple, on a des liens privilégiés avec les plateformes. Des contenus que vous voulez faire sauter parce que c'est des contenus qui sont en train de tourner ou des commentaires ou des choses comme ça. Nous, on peut faire sauter les contenus pour qu'ils soient plus visibles, en fait. Donc, ils disparaîtront. Mais ça, c'est vraiment, je le rappelle encore une fois, c'est vraiment après avoir pris les preuves. Parce que si on enlève les contenus, c'est très, très compliqué de remonter jusqu'aux contenus qui ont été supprimés. Donc, c'est vrai que dans la panique, quand on voit nos photos être diffusées, on a tendance à se dire je veux que ça disparaisse. Mais d'abord, on prend les photos, les preuves, on signale. Une fois que c'est signalé, on bloque les harceleurs. On ne pense pas toujours à ça, mais si c'est 5 personnes qui sont là sur notre compte et qui transitent autour de nous et qui nous envoient des messages, etc., et qui continuent à nous harceler à répétition, même si on signale, etc., on les bloque. Une fois qu'ils sont bloqués, à moins de refaire des comptes, ils ne pourront plus venir nous voir. On peut signaler leur compte à eux aussi, au-delà de signaler les contenus, se faire accompagner. Dans le cadre scolaire, ça peut être un professeur, un surveillant, ça peut être tout le monde qui est en mesure de nous aider, en fait. Un adulte, du corps enseignant, des infirmières, des professeurs, le proviseur, n'importe qui, les parents d'élèves. On en parle à des plateformes. e-enfance, par exemple, ils ont un numéro qui peut nous accompagner. Nous, on a des accompagnements juridiques et psychologiques. On peut très largement écouter une victime, lui expliquer ce qu'elle peut faire, comment en parler à ses parents, etc. Donc, ne pas rester seul, surtout, et porter plainte. C'est important, porter plainte. On a des droits, les enfants sont d'autant plus protégés, donc il faut les inciter à aller porter plainte.
pour que la personne soit punie et qu'elle ne puisse pas récidiver. Surtout, c'est important. Donc, vraiment, les pousser à le faire quand ils ont la force et la capacité de le faire. Voilà. Et puis il y a un point aussi, effectivement, c'est le partage de comptes entre amis. C'est-à-dire que des fois, quand on fait confiance à ses amis, ce qui est totalement normal, soyons clairs, il y a vraiment une différence. C'est quelque chose à inculquer aujourd'hui à nos enfants, à nos jeunes. Ça va être de faire la distinction entre une confiance dans le monde réel et une confiance dans le monde virtuel. C'est-à-dire que donner ses identifiants, par exemple, son mot de passe, son adresse mail, etc., pour qu'un collègue à moi ou une copine à moi puisse se connecter sur mes réseaux et pouvoir avoir accès derrière à le fait de pouvoir publier en mon nom, le fait de pouvoir accès à avoir, par exemple, des galeries photos, je pense aux memories de Snapchat, voir ce qu'on appelle les My Eyes Only, qui est censé être un dossier plus privé. Vraiment, c'est d'essayer de sensibiliser justement comme vous disiez, Nida, il y a le préventif et il y a le curatif, j'ai envie de dire. En préventif, justement, on va essayer de se mettre en privé, on va essayer de justement inculquer à son enfant, faire des parallèles avec le monde réel. Le monsieur qui vient te demander, te proposer des bonbons, ben, tu vas pas l'accepter. Ben, en ligne, si tu l'as jamais vu en vrai, ben, tu vas pas l'accepter non plus. Enfin, toutes ces petites phrases de discussion, effectivement, sont vraiment essentielles, mais vraiment quelque chose dont on ne soupçonne pas, c'est justement le partage de comptes entre amis. Nous, qu'on voit beaucoup en intervention, des fois, on a voilà, des amis ou même des jeunes couples, etc., qui nous disent, étant adolescents ou jeunes ados, ben oui, ben là, je vais passer mon compte parce que je vais plus avoir accès, là, je pars en voyage ou j'ai plus de forfait. Machin. Et effectivement, des fois, malheureusement, il y a des cyberviolences qui partent de là, c'est-à-dire que sur le coup, il se passe rien, et puis le jour où il y a un pépin, il y a une embrouille, il y a une dispute, c'est là où ça peut malheureusement ressortir, déraper, l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Et je voulais rappeler justement sur Instagram, il y a pas longtemps une mise à jour. On peut bloquer un utilisateur et empêcher de recevoir des demandes, justement, des nouveaux comptes que cette personne pouvait créer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un traçage au niveau de la provenance de la personne. Alors, ça peut toujours se contourner si on a quelqu'un de malheureusement très motivé, j'ai envie de dire. Mais voilà, déjà de penser à bloquer et activer cette petite. C'est juste en dessous, hein, bloquer ou bloquer et tous les autres comptes. Voilà, ça peut rajouter tout justement une petite porte en plus de protection, et c'est en additionnant toutes ces portes au final qu'on arrivera à être beaucoup plus sécurisé en ligne. La formule magique, malheureusement, elle n'existe pas. Sinon, on ne ferait pas ce webinaire. Sinon, il n'y aurait pas ces actualités. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment mettre en pratique tous ces conseils-là. Vous parliez voilà, de cette plateforme, c'est le 3018, on l'a écrit justement dans le chat. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au niveau de l'action pour se protéger, Nida, ou on a fait un petit peu le tour? Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire qui est très intéressant, c'est que nous, notamment en intervention, quand on explique aux enfants, par exemple, le partage de compte, quand on leur demande, par exemple, ici, qui a partagé ses mots de passe. Bon, il y a souvent la moitié de la classe qui lève la main, et ils vont nous dire, mais c'est que mes comptes Snap et c'est à mes 5 meilleurs amis. Alors, c'est mes meilleurs amis. Et en fait, souvent, on se dit OK, donc on dramatise pas le truc. Puis là, on dit OK, mais imaginons un jour, ta copine, elle a l'impression que tu as fait quelque chose de grave et elle décide de changer de place. Comment tu fais? Et là, tout de suite, on voit dans leurs yeux, ah, mais j'y avais pas pensé. Donc, en fait, la sensibilisation est très importante. C'est très important de leur expliquer les dangers, pas en leur disant dehors, il n'y a que des méchants et si vous avez des réseaux, il va vous arriver des choses très graves, etc. Mais c'est parce que souvent, ils ne voient pas le mal. Ils n'y pensent pas du tout. Et quand on leur dit, oui, mais attends, si ta copine, elle change ton mot de passe, comment tu fais? Tu ne peux plus récupérer ton compte vu qu'elle le change avec ton mot de passe à toi. Et là, ils prennent conscience et souvent, en intervention, on les voit changer de mot de passe devant nous et nous dire à la fin, oui, du coup, j'avais donné mon mot de passe, mais est-ce que maintenant que je l'ai changé, c'est grave? Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, ils prennent conscience des choses quand on leur explique. Sans dramatiser les choses et sans les infantiliser non plus, en leur disant, oui, tout ce qui se passe, c'est très grave. Il va vous arriver plein de choses, etc. En fait, quand on leur explique simplement les dangers qui peuvent exister, ils prennent conscience du truc et ils se disent, ouais, bon, là, c'est vrai que, parce que si je partage qu'à mon copain et que demain mon mot de passe est changé, je saurais que c'est mon copain parce qu'il n'y a que lui à qui j'ai donné. Sauf que là, quand on leur explique que les 5, ils ne sauront jamais de qui ça vient, là, c'est la panique et tout de suite, ils changent. Donc vraiment, la sensibilisation, elle a un rôle très important
juste en leur rappelant que voilà, il y a des dangers, que c'est important d'y faire attention et en général, ils agissent derrière. Bien sûr, tout à fait. Bah, l'idée, c'est après justement de responsabiliser hein, très clairement les jeunes utilisateurs. Donc, je vais rebondir sur la complexité de l'utilisation des réseaux. En général, si vous posez les questions à vos enfants, ils en sauront beaucoup plus que vous et ils pourront vous apporter les réponses que vous cherchez en fait. Euh, Après, en termes de complexité, par exemple, lui dire, tiens, sur Snap, tu parles avec qui genre, c'est qui tes trois meilleurs amis il va vous dire trois pseudos et vous lui dites, ah, mais qui c'est ces personnes-là? Où est-ce que tu les as rencontrés? Parfois, c'est pas non plus, il faut pas non plus trop se compliquer la tâche avec les paramétrages, etc., etc. Mais déjà, se renseigner un peu sur leurs activités sur les réseaux, c'est déjà un premier pas assez important. Ensuite, en termes juridiques, donc les délais, l'accompagnement, etc. Il faut savoir que c'est comme une plainte pour n'importe quel autre motif. Par exemple, je pense à des violences ou une agression. Vous allez au poste de police, vous pouvez être accompagné, vous avez le droit à un avocat. Il faut bien rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, certains policiers ont encore du mal à se dire que c'est une vraie plainte. Donc, ils peuvent potentiellement vous orienter en vous disant, écoutez, c'est pas une vraie plainte, etc. Ils sont obligés par la loi française de prendre vos plaintes. Mm. Ils sont obligés. Donc ça, même si eux estiment que ce sera classé sans suite, etc., il faut que, si vous estimez qu'il faut porter plainte, il faut porter plainte. Et eux n'ont pas le droit de vous refuser votre plainte. Ça, c'est très important de le rappeler. Ensuite, c'est comme la juridiction, toutes les juridictions, hein, ça prend du temps. Pas plus de temps que les autres violences qui peuvent arriver et qui peuvent découler sur une plainte. Vraiment, ça se passe exactement de la même manière qu'une plainte pour un fait plus commun, je dirais. Vous allez au poste de police, vous portez plainte, vous rentrez chez vous, les personnes recherchées, on va les auditionner et après, ça aboutit ou non à un, Je lis en même temps le chat, oui, c'est extrêmement long. Effectivement. Après, il y a des affaires qui prennent pas énormément de temps dans le sens où si on a et qu'on a toutes les informations, ça peut aller beaucoup plus vite, d'où la nécessité euh, de prendre toutes les preuves nécessaires. On n'est pas à l'abri d'un classement sans suite, un peu comme tous les autres faits, malheureusement. Après, on ne peut pas refaire la justice française, mais ce que je disais, c'est que c'est très important de déposer les plaintes et de montrer qu'il y a de plus en plus de cas pour que vraiment, à tous les niveaux, les magistrats se saisissent vraiment véritablement du sujet et qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai problème. Je vois appareil connecté et vie privée, comment bloquer les prises de possession à distance ou tracer cette prise de possession. Effectivement, si vous vous rendez compte. Est-ce que je peux juste vous couper? Bien sûr. Qu'en pensez-vous de la médiatisation des histoires de cyberharcèlement, etc. Parce que là, les gens dans le chat disent oui, c'est très long, etc. Et c'est vrai que des fois, quand on passe par la médiatisation de ces problématiques, c'est beaucoup plus rapide. Alors, voilà, que pensez-vous de ce sujet? On l'a vu avec Magali Berda, qui est une personnalité publique qui gère les influenceurs. En fait, on va dire que c'est un manager. Et on l'a vu avec Eddie Preto, qui est un chanteur. Les deux ont eu des affaires similaires, donc de cyberviolence. Et la médiatisation a permis effectivement de faire agir beaucoup plus vite. Mais ça, c'est comme un peu toutes les affaires. Hein. En général, quand on voit, là on le voit notamment avec la victime de viol, d'une femme qui a été victime de viol par 41 violeurs, c'est son mari qui l'a droguée. On a vu que tout de suite l'affaire a pris une ampleur gigantesque et que ça a été très vite et qu'ils ont tous été convoqués. Ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où c'est médiatisé, effectivement, les choses vont plus vite parce qu'il y a l'image de la justice qui est mise en cause. Donc, on ne peut pas se permettre de parler de quelque chose et qu'il n'y ait pas d'action derrière. Donc, effectivement, la médiatisation fait en sorte que les choses aillent plus vite, mais elle fait aussi en sorte que les victimes, du coup, qui arrivent après ces affaires-là, puissent se fonder sur les affaires précédentes en disant, voilà, Magali Berda, il y a eu telle personne qui lui a fait ça, donc moi, j'ai potentiellement la chance de pouvoir obtenir les mêmes dommages, intérêts, j'ai la chance de pouvoir obtenir les mêmes, de faire
obtenir les mêmes sanctions à mes auteurs de violence. Donc ça a aussi un impact très positif parce qu'elles font avancer les choses et elles mettent sur le devant de la scène des histoires malheureuses, mais qui existent et que quand c'est une personne lambda, sont un peu mises sous silence. C'est un impact très positif. Merci. Je voyais du coup, par rapport au tracker, si vous Oui, vous rendez compte que sur vous les êtes, appareils connectés. voilà, si vous vous rendez compte que vous êtes victime de tracking, il faut aller porter plainte tout de suite parce que la police peut chercher les logiciels espions sur vos réseaux et donc les enlever. Donc c'est très important de le faire euh, pour que sur les téléphones, quand c'est un peu invisible, par exemple si c'est un appareil qui est mis sur votre voiture, vous pouvez chercher et vous pouvez le retrouver. En général, c'est des appareils qui ne sont pas minuscules, on peut quand même les retrouver. Par contre, si c'est un logiciel espion dans le téléphone, la police est en mesure de les enlever et de vous protéger en fait. Donc il faut aller porter plainte dès l'instant où vous vous rendez compte que vous êtes victime de tracking. Après, justement, sur comment savoir qu'on est victime de tracking, il peut y avoir des petits indices aussi. Par exemple, si vous voyez il y a la batterie inhabituellement voilà, qui descend très rapidement. Alors après, voilà, aujourd'hui, c'est pareil, la durée des batteries, voilà, on sait qu'avec le temps d'écran, etc., donc la batterie peut descendre plus vite. Mais par rapport à l'habitude, si on voit qu'il y a vraiment une batterie qui descend plus vite, des données mobiles qui, de façon bizarre, sont beaucoup plus consommées, ça peut être déjà des petits indices. Voilà, mais en général, on va le sentir. On va le sentir en général. On avait notre petite question. Vers qui orienter avant que la justice se saisisse? Il faut orienter déjà vers soit un avocat, soit un qui pourrait déjà expliquer que la personne est victime, déjà l'orienter juridiquement. Mais avant tout ça, il faut, comme on le disait, ça a des vraies conséquences. Donc, des psychologues ou l'infirmière du collège ou du lycée ou quelqu'un qui pourrait soutenir vraiment psychologiquement la victime parce que ça a un impact qui n'est pas négligeable. Il faut se rendre compte que moi, j'ai des victimes qui, dès l'instant où on leur propose un suivi psychologique, l'acceptent parce que ça a un vrai impact. Donc, les associations qui sont complètement aujourd'hui aptes à vous diriger vers des avocats, associations qui pourront vous guider juridiquement, mais aussi vers des médecins pour accompagner la victime. Ça, c'est essentiel. Tout à l'heure, Nida, vous parliez des conséquences. Justement, l'idée, c'est d'empêcher l'isolement qui va être derrière la porte d'entrée à, on va dire, un renforcement des conséquences jusqu'à la dépression, l'anxiété, et malheureusement le suicide. Donc vraiment, c'est pour ça qu'un accompagnement, il me semble que c'est vraiment l'un des piliers en termes de soutien, d'accompagnement pour se protéger, quoi. Enfin, pour en tout cas permettre à la victime voilà, d'être soutenue, d'être entendue, de ne pas avoir une culpabilité encore plus présente. Voilà. Nanana, nanana. Alors, où orienter une victime? En fait, il y a plusieurs questions qui se regroupent un petit peu. Où orienter les victimes? Auriez-vous des noms d'associations d'aide aux cybervictimes? Stop Ficha. Par exemple, petite promotion, c'est le moment voilà. pub. Exactement, Top Ficha, on est très présente sur Instagram notamment et les enfants ont beaucoup plus de facilité à aller sur Insta, à passer par les canaux numériques pour trouver de l'aide. e-enfance, qui ont une plateforme téléphonique aussi, et la police, il faut le dire, hein. La police, si on les appelle en leur disant qu'il y a un danger et qu'on se sent en danger, ils peuvent vous orienter. C'est important de le dire et de le rappeler. Aujourd'hui, je pense que toutes les associations se saisissent du sujet et e-enfance, c'est quand même une grosse association. Stop Ficha en est partie aussi. Nous, par exemple, on a des victimes qui nous contactent à n'importe quelle heure, on leur répond et on les dirige ensuite directement vers le pôle qui doit les accompagner, soit juridique, soit psychologique, pour les guider et les aider dans ce qui leur arrive. Nous avons nous-mêmes à l'association aussi, voilà, pour les personnes qui sont sur la région PACA, une psychologue qui est spécialisée dans toutes les problématiques en lien avec les médias numériques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Du coup, William, est-ce que tu peux nous mettre l'adresse du site? Voilà, n'hésitez pas
à aller voir et à nous envoyer des mails si vous avez des questions. Puis on fera repartir sur les enfants, Stop Ficha. Enfin voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vois les GAFA, c'est un grand sujet. Oui. C'est un grand sujet, vaste sujet. De plus en plus, on les saisit pour les responsabiliser. Notamment en Angleterre, il y a une décision juridique qui date du début de l'année, là, qui a responsabilisé Instagram et Pinterest dans le cadre du suicide d'une jeune fille parce qu'il lui avait soumis trop de contenu. En fait, elle recherchait des contenus en rapport avec le suicide et ils n'ont eu de cesse que de lui en proposer parce que là, c'est méchant. Aujourd'hui, on tend vers une responsabilisation. On a le DSA, qui est un grand texte européen qui tend à responsabiliser vraiment les plateformes. Après, c'est compliqué d'agir dans le sens où c'est compliqué de les forcer à agir parce qu'elles ont quand même beaucoup de pouvoir. On cherche de plus en plus à les responsabiliser parce qu'elles ont une responsabilité. Il faut pas se mentir. Aujourd'hui, leurs algorithmes, et puis elles ont les moyens de pouvoir agir aussi. Donc, pour pouvoir créer plus de modération, pour pouvoir supprimer les contenus plus vite, pour répondre aux signalements. Par exemple, dans le cadre de la responsabilité, il faut savoir que si vous signalez un contenu et que Twitter, par exemple, vous signalez un contenu sur Twitter et que Twitter ne fait rien, Twitter est responsable, au même titre que l'auteur, de n'avoir pas agi pour le retrait de ce contenu. Dès l'instant où vous signalez, ils sont tenus de retirer le contenu s'il est considéré comme illicite. Mais dès l'instant où effectivement c'est un contenu véritablement illicite et qu'ils n'ont pas agi, ils sont responsables. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de... Enfin, nous, c'est des retours qu'on a, hein, des fois, des jeunes qui nous disent, oui, on signale, mais derrière, il ne se passe rien, justement parce que le réseau a considéré que ce n'était pas illicite, ce n'était pas abusif, etc. Donc, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de jeunes, enfin, de parents, de professionnels qui peuvent se sentir des fois démunis sur ces signalements qui n'aboutissent malheureusement pas toujours sur une suppression du contenu derrière sur le réseau, quoi. Effectivement, donc c'est toujours bien de savoir que... c'est la problématique du fait que ce soit des plateformes qui ne sont pas forcément françaises et qu'on n'est pas soumis forcément aux mêmes considérations françaises, on va dire, que ce soit pour la liberté d'expression, etc. Mais malgré tout, aujourd'hui, on tend vers une responsabilisation des plateformes. C'est ce qu'on cherche à faire de plus en plus. Donc, merci Rémi, merci Nida. Merci à tous pour votre écoute et pour vos questions qui sont fort intéressantes. Sont fort intéressantes, pardon. Donc, je remercie vraiment encore une fois Nida qui a pu répondre du coup à nos questions. Merci encore. Restez branchés sur nos réseaux sociaux. On vient de vous mettre du coup le lien vers notre Facebook. Nida, n'hésitez pas. Si vous avez le Facebook, l'Instagram de Stop Ficha, à aller le mettre, c'est sans problème pour aider les gens, il n'y a pas de souci. Une autre petite chose pour finir, qui est très importante pour nous, on va vous mettre le lien vers un petit questionnaire d'évaluation. Voilà, si vous pouvez le remplir, ça serait super pour nous, parce que voilà, ça nous permet aussi d'avancer et de faire mieux. Et n'hésitez pas, voilà, restez connectés sur nos réseaux sociaux parce qu'on va très prochainement vous présenter le webinaire qui aura lieu au mois de septembre. Donc, un expert encore. On espère, voilà. On aura 6 webinaires sur l'année prochaine. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et on vous remercie encore et vraiment merci Nida pour votre présence.